Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey de la réunion régionale Afrique de l'Internationale socialiste des femmes, avec comme thème central la participation des femmes au processus de prise de décision. Quel enjeu pour un monde 50-50? Détails dans le reportage qui va suivre. Pendant 2 jours, les femmes africaines de l'Internationale socialiste réfléchiront sur la participation de la femme dans la gestion des conflits, la prise de décision au niveau politique et la gestion du foncier. À cette occasion, la présidente de l'Organisation des femmes Tareya, Mme Hussein Hadiza Yakouba, a relevé le dynamisme des femmes Tareya au sein de l'Internationale socialiste des femmes. Au Niger, l'Organisation des femmes Tareya est la seule membre de l'Internationale socialiste des femmes. Elle y a été très active, surtout à partir de 2012. Et tant que faire se peut, elle élargit sa participation à des actrices de la société civile à travers des analyses ou des prises de position communes. À cet égard, elle a contribué à la mise en place du Forum des femmes d'Afrique, FOS 2015, présidé par ma chère amie Chantal Kambiwa, et qui va tenir son assemblée générale ici même, juste après la clôture de la réunion régionale Afrique de l'Internationale socialiste des femmes, c'est-à-dire le 30 octobre 2019 dans l'après-midi. Prenant la parole à son tour, la présidente de l'Internationale socialiste des femmes, Wafa Haji, a évoqué la nécessaire association des femmes dans le processus de prise de décision. Une Afrique apaisée et sereine si elle fait appel à ces femmes porteuses de paix dans la résolution des conflits qui rongent notre continent, parce que les femmes sont celles qui veulent la paix dans le monde et qui peuvent, si elles sont impliquées dans les processus de résolution des conflits, amener plus rapidement la paix pour une Afrique apaisée. Quant au secrétaire général de l'Internationale socialiste, Luis Ayala, la conjugaison des efforts entre les hommes et les femmes doit être renforcée. En particulier ici, nous savons sur les thèmes en discussion sur l'égalité des hommes et femmes. On est ici pour réfléchir de quelle façon nous pouvons faire avancer notre ambition de plus d'égalité dans le monde entre les hommes et les femmes. Nous avons déjà un programme à l'intérieur de notre propre organisation. Nous travaillons pour avoir des femmes à la responsabilité politique de notre parti, de notre organisation, mais nous voulons aussi contribuer à faire dans le monde cet objectif d'un monde de 50-50. 50% de femmes, 50% de hommes. Procédant à l'ouverture de cette réunion, le président du PNDS, Tareya Bazoum Mohamed, a indiqué le rôle que joue son parti relativement à la promotion de la participation de la femme à toutes les activités socio-économiques et politiques. Notre parti a d'abord fait une place de choix aux femmes et aux jeunes en son sein, en créant, mais surtout en développant 2 organisations de masse, à savoir l'Organisation des femmes Tareya et l'Organisation des jeunes Tareya, qui constituent aujourd'hui les fers de lance de notre parti. Notre parti travaille aussi inlassablement à faire participer de plus en plus de femmes à ces différents organes statutaires, du comité exécutif national aux structures de direction de nos districts de base. Au niveau national, par ailleurs, dans le cadre de la participation de la femme au processus de décision politique, notre pays a adopté en juin 2000 la loi sur le quota qui a instauré le quota de 10% de genre pour les mandats électifs et 25% pour les postes. Enfin, à l'issue de l'ouverture de cette réunion de l'Internationale socialiste des femmes, le plaidoyer pour la campagne 50-50 a été lancé par la troupe Soukabe. Une campagne qui vise la complémentarité d'action à 50-50 entre les hommes et les femmes. Les étudiants nigériens à Dakar au Sénégal se sont regroupés à l'ambassade du Niger pour manifester leur mécontentement à l'endroit des autorités nigériennes qui tardent à payer les frais de scolarité et les bourses. Le point avec Nafis Zakou.
La situation des étudiants nigériens à Dakar va de mal en pire. En effet, ces étudiants de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop et ceux de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar interpellent les autorités face à une situation dramatique et alarmante qu'ils sont en train de vivre. Le Niger, c'est un pays qui doit se respecter parce que les autres pays ne sont pas mieux que nous. Seulement on peut dire qu'ils se respectent seulement pour résoudre le problème. Personne ne leur attend en train de crier sur le problème comme ça. C'est seulement les Nigériens. Les Nigériens aujourd'hui au Sénégal, ils sont là, ils n'arrivent même pas à s'inscrire. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas arrêté. L'État ne paye pas. On ne sait même pas quoi faire maintenant. On est arrivé au bout de la situation. Actuellement, la situation dans laquelle les étudiants nigériens de l'école vétérinaire et de l'ESP de Dakar est vraiment difficile. Ils n'ont pas réussi à se codifier parce que l'ANAD n'a pas pu leur fournir les besoins nécessaires. De même qu'ils n'ont pas eu leur bourse depuis plusieurs mois. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas dans les conditions actuelles pour étudier. Ils se sont déplacés de chez eux, ils sont venus de si loin, ils se sont retrouvés là sans moyens, sans aide, sans soutien. Ce qui est vraiment inacceptable. Ils sont là en train de traîner alors que nos camarades sont en train de faire pour d'étudier et nous on n'avance pas. Ce n'est pas normal ça. On ne peut même pas être fier d'être nigérien parmi tous les étudiants étrangers d'ici. On ne peut pas comprendre le fait que l'État du Niger envoie des enfants des paysans, des enfants des pauvres. Alors que dès là-bas, ils ont déjà signalé que l'étudiant sera logé, l'étudiant sera pris en charge sur tous les plans. Il vient ici, il commence la formation, à un moment donné, on lui n'assume pas les responsabilités. Et puis, un étudiant qui est là à l'école, tu viens en classe souvent, tu n'es même pas tranquille. Puisque, imagine, nous sommes une école inter-État. Une école ouest-africaine où tous les États envoient les étudiants. Toi, tu es là, à cause des non-règlements de défense scolarité, tu n'es même pas tranquille. Il y a des devoirs souvent, il y a des examens. Tu bosses ton cours, tu ne sais même pas si tu vas composer. Tu viens à la salle de la composition, on t'arrête que tu ne rentres pas. Et maintenant, au niveau de ton logement, tu viens dans ta chambre, de temps en temps, on te dit que non, que tu dois sortir d'ici quelques jours parce que ton État n'a pas encore réglé tes frais de logement. En attendant la régularisation de leur situation et le paiement de la deuxième et troisième tranche des bourses de l'année académique 2018-2019, ces étudiants ont pris leur quartier général ou local de l'ambassade du Niger à Dakar. Lucas, Université Niger a invité aujourd'hui le bureau régional des parents d'élèves à visiter l'établissement suivi d'une réunion. L'objectif étant d'informer les parents d'élèves des facilités qui s'offrent à eux pour donner une éducation bilingue à leurs enfants. Compte rendu Harriet Salah et Aboubakar Souley. Sur invitation de Lucas University Niger, les membres du bureau régional des parents d'élèves et étudiants de Niamey ont visité ce mardi les locaux de cette université bilingue pour voir les conditions dans lesquelles les étudiants étudient. Un cadre calme et studieux qui répond aux normes d'apprentissage. Après la visite, le directeur administratif de Lucas University a présenté aux membres du bureau régional le menu de l'enseignement et les opportunités qui s'offrent aux parents et aux étudiants à Lucas University. Informer les parents d'élèves qui paient pour leurs enfants de l'ouverture d'une université Lucas Niger, qui est une université bilingue qui forme les jeunes et les adultes en matière de management, en matière d'informatique et gestion hôtelière. Donc, nous les avons invités et ils peuvent découvrir ce que c'est que l'UNICAS Niger. C'est une formation qui associe l'académie au professionnalisme. Nous avons pensé avec des partenaires étrangers établir des programmes de formation et des programmes d'enseignement qui correspondent aux besoins des employeurs. Le souci aujourd'hui à Lucas, c'est qu'il y a des étudiants qui veulent bien se former, mais manque de moyens. Donc Lucas a pensé à cela. Ils ont dit, nous offrons des formations, pas gratuites, comme on l'entend, mais on essaie de les faire former d'une manière qu'ils puissent payer, honorer leur engagement vis-à-vis de Lucas. Et ce qui est intéressant aussi à Lucas chez nous, on ne renvoie jamais un étudiant parce qu'il n'a pas payé.
Donc l'étudiant suit son cursus normal et on le rappelle, vous devez payer. Mais s'il a des difficultés au cours de l'année, il revient vers nous d'une manière spéciale. Il dit, j'ai des difficultés financières, je ne pourrais pas honorer. Et le PDG s'en charge d'honorer cet engagement pour dire, on prend cet étudiant en charge parce qu'il veut bien étudier, mais il manque de moyens. Très content de cette rencontre avec les responsables de Lucas University qui leur a permis de découvrir davantage cette université bilingue. Les parents d'élèves et étudiants de la région de Niamey saluent cette marque de distinction et appellent les parents à inscrire leurs enfants dans cette université qui oriente les étudiants sur la voie de la réussite. Nous souhaitons à ce que, véritablement, vu les qualités, en tout cas les perspectives de qualité et d'un bon enseignement qu'ils veulent dispenser, en tout cas au niveau de la République du Niger, nous souhaitons à ce que tous les membres de notre association, en tout cas, participent au développement de cette université. Nous remercions le président représentant de cette institution au niveau du Niger, Lucas, pour avoir pensé à nous. Et nous sommes honorés d'avoir compris que nous jouons un rôle très important parce que, à ce titre, nous faisons la garantie à Lucas et à son personnel que nous serons les ambassadeurs auprès de qui de droit. Nous avons bien écouté les filières qui disposent, les modalités de paiement qui sont très abordables pour tout Nigérien parce qu'il y a des facilités de paiement. C'est surtout ça que moi j'ai beaucoup apprécié. Et même les locaux vraiment sont à la hauteur d'accueillir nos étudiants. Les membres du bureau régional des parents d'élèves et étudiants de Niamey sont repartis bien édifiés sur les offres et opportunités qu'offre Lucas Université du Niger située au quartier Koubia. Avec Lucas University Niger, devenez leader. Une délégation composée d'agents de l'ambassade de France au Niger et le représentant de l'espace Campus France a rendu visite à l'Institut africain de technologie en vue d'un éventuel partenariat relatif aux études universitaires. Compte rendu Nasser Antoufo et Cheb Guisso. L'Institut africain de la technologie IAT a l'honneur en ce jour d'accueillir une délégation de haut niveau, conseillers et attachés de coopération scientifique et culturelle auprès de l'ambassade de France et des représentants de l'espace Campus France. Ceci pour échanger et présenter des opportunités qui s'offrent à cette grande école de renommée internationale pour la poursuite des études de ses étudiants dans des universités françaises. Ce que j'ai retenu d'abord, c'est que c'est une école performante, une école engagée qui fait de gros efforts pour former au mieux les étudiants qui lui sont confiés. Et nous étions ici avec des représentants de 3 écoles de commerce, école de commerce de Brest, école de commerce de Clermont, école de commerce de Pau, pour développer des partenariats qui on l'espère, permettre à des enseignants ici d'être mieux formés et puis également permettre à des étudiants de l'IAT de poursuivre leurs études en France. Puisqu'une grande partie des formations sont des formations qui sont accréditées par le CAMES et qui correspondent donc tout à fait aux standards des études que l'on peut espérer ici. L'IAT, une de ces écoles qui dispose de tous les atouts d'une école de qualité. Alors, je suis venu avec mon attaché de coopération universitaire, toute mon équipe, pour tout simplement pour prendre contact avec les écoles les plus performantes, on va dire dans le milieu universitaire, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Il est important qu'on noue des relations extrêmement professionnelles pour tout simplement partager et améliorer les performances de ces écoles dans les projets bilatéraux que peut porter la France en termes, si vous voulez, d'échanges avec d'autres universités, d'échanges de professeurs, de programmes de bourse, de salons d'étudiants, pour présenter aussi, c'est une priorité de notre gouvernement, l'attractivité de nos universités et la valeur de notre système éducatif universitaire. C'est une école qui offre beaucoup de formations, du bac professionnel jusqu'au Master 2. Donc c'est important pour la jeunesse nigérienne d'avoir des formations de qualité validées par le CAMES et les autorités nigériennes
pour avoir une meilleure intégration professionnelle. L'emploi, que vous soyez sur le continent africain ou en Europe, c'est capital. Si les jeunes ne trouvent pas d'emploi après avoir une formation professionnelle, on va vers des difficultés. Les jeunes doivent pouvoir travailler avec des formations de qualité. Ainsi, d'autres rencontres sont prévues avant la concrétisation de ces accords de coopération entre l'Institut africain de technologie IAT et l'espace Campus France. Le chef du groupe État islamique a été tué il y a 2 jours de cela. La mort d'Al-Baghdadi peut-elle couper l'élan de ce groupe terroriste? La réponse avec l'analyste Al-Kassoum Abdurrahman. Khalifa, comme il l'a appelé dans les jargons, Abu Bakr al-Baghdadi serait mort suite à une opération conjointe menée par les forces américaines, syriennes, russo et je ne sais quelle autre force, en tout cas selon ce que Trump a dit. Quoique les Russes disent que jusque-là ils ne disposent pas d'informations fiables par rapport à sa disparition, par rapport à sa mort certaine. Mais ce qui est sûr, c'est un coup dur pour le groupe, pour l'organisation, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'État islamique en tant qu'organisation, puisque lui-même, al-Baghdadi, il est héritier d'Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui est un autre Irakien qui d'origine était d'obédience à Al-Qaïda. Après aussi, il a accéléré à une autre vitesse supérieure. Peut-être ça ne serait pas surprenant que celui qui va venir après lui aussi accélère ça à une autre vitesse, à un autre niveau de violence, plus que même ce qu'Al-Baghdadi a fait. Au même moment, c'est vrai, on apprend la disparition de son porte-parole et même son remplaçant, Al-Qardashi, qui devrait les remplacer depuis août, parce qu'il était souffrant depuis août, il l'aurait désigné comme remplaçant. Depuis cet après-midi, on apprend aussi que suite à une autre opération, les armées américaines ont réussi à les neutraliser. Mais c'est aussi l'occasion de se poser les questions telles que est-ce qu'il n'est pas en fin de mandat, puisqu'on a vu pour le cas de Beladan aussi, il a disparu comme ça sans que personne ne puisse voir son corps. Et c'est le cas aussi pour Baghdadi, dont ils disent qu'ils ont jeté son corps dans la mer. Donc, est-ce qu'il n'est pas en fin de numéro? Est-ce qu'il n'est pas en fin de mandat? Est-ce qu'il n'a pas pris sa retraite par rapport au rôle qu'on veut qu'il joue? Voilà, telles sont des questions que les gens aujourd'hui se posent, puisqu'on suppose que les gens devraient avoir droit, ne serait-ce qu'au corps ou au visage pour confirmer et tout ce qui s'ensuit. Dans tous les cas, même si ça aura un impact ailleurs, notamment en Syrie ou en Irak, ça n'aura pas d'impact positif au niveau de l'Afrique subsaharienne, précisément au Sahel. Mais au contraire, même l'impact risquerait d'être négatif, puisqu'ils vont tenter de faire des opérations de charme pour réaffirmer leur présence à travers des actions qu'ils vont entreprendre certainement dans un délai très court dans les États du Sahel pour réaffirmer leur présence, pour dire qu'ils sont là, malgré le fait qu'on dise qu'Al-Baghdadi est mort, est tué, et ils sont là, et que les différentes branches du Sahel, du Maghreb vont continuer à faire des opérations. Un atelier sur la criminalité pharmaceutique a débuté ce matin à l'hôtel Solux de Niamey. Cet atelier est initié par la police nationale avec l'appui d'Interpol. Asma Ousseidou et Halidou Bourema pour le compte-rendu. La criminalité pharmaceutique, un problème de santé publique dans le monde en général et en Afrique en particulier, où les systèmes de santé publique et de sécurité sont fragiles, d'où la tenue de cet atelier national sur la criminalité pharmaceutique et les produits qui ne sont pas sans conséquences sur la santé des consommateurs. Cet atelier permettra aux différents acteurs nationaux et internationaux de l'industrie pharmaceutique et d'Interpol de partager leur expérience sur les meilleures pratiques pour communiquer des outils utiles aux forces d'application de la loi. La criminalité pharmaceutique affecte tous les continents, mais l'Afrique est le continent le plus touché par ce phénomène. On estime généralement que 15% des médicaments vendus en Afrique sont constitués de faux. Ce chiffre peut atteindre 70% pour les produits contre le paludisme.
La situation en Afrique de l'Ouest est assez pathétique avec l'existence de vastes marchés de vente de médicaments illicites. Interpol apporte son assistance technique et opérationnelle aux États pour les soutenir dans leur effort de lutte contre le trafic des médicaments falsifiés à travers le renforcement des capacités et la coordination d'opérations transnationales. Pour le directeur général adjoint de la police nationale, à travers cet atelier, il s'agit pour les responsables des forces de défense et de sécurité de sensibiliser les différents acteurs sur les dangers qui guettent la santé des populations en consommant les produits contrefaits. À travers cet atelier et sa thématique, il s'agit pour nous, responsables des forces de défense et de sécurité, de sensibiliser les différents acteurs, à savoir consommateurs, pharmaciens, associations, fondations, ONG, société civile et la chaîne pénale sur les dangers qui guettent la santé de nos populations par la consommation des produits contrefaits. Le trafic illicite de médicaments, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est devenu de nos jours une préoccupation majeure de l'humanité du fait qu'il constitue un problème global de santé publique dans le monde et singulièrement en Afrique. Pour illustrer l'ampleur de ce phénomène, selon les chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé OMS, 10 à 30% des médicaments vendus sont non conformes, pour ne pas dire contrefaits, ce qui représente en termes de chiffre d'affaires plus de 75 milliards de dollars US, et ce fléau serait la cause de 700 000 morts chaque année. Sur le plan africain, les chiffres sont plus alarmants, car 30% des médicaments seraient faux et 70% des faux médicaments antipalytiques sont vendus dans les pays membres de la CEDEAO. Notons que cet atelier organisé par la police nationale durera 2 jours. Un témoignage de satisfaction a été décerné au directeur général adjoint de la police nationale par le représentant de l'Interpol pour les efforts consentis dans ce sens. Le chef du village de Chakafaché a été intronisé le samedi passé en présence du préfet de Dogondouchi et de plusieurs autres invités. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision Tambara. Jamais de mémoire d'homme, l'intronisation d'un chef dans le village de Achakawaché, dans le département de Dogondouchi, n'a connu une telle affluence. Chant. Danse. Tout était au rendez-vous de ce samedi 26 octobre. Sur 275 inscrits sur la liste électorale, 275 ont voté pour, 0 contre, 0 abstention, faisant de Rabi Gouzaïe le tout nouveau chef de village de Achakawashi. Ses amis, parents et connaissances se disent réjouis du choix porté sur l'homme. Et aujourd'hui, de par sa position dans la société à travers le poste qu'il occupe, voilà que les populations de Chakafaché et celles de Magazawa viennent de lui témoigner toute leur confiance en l'élisant comme chef de village. Vraiment, c'est un très grand honneur et nous ne sommes pas surpris. Et parmi toutes les élections qui ont eu à se dérouler, je pense que c'est l'une des premières où un chef de village a été plébiscité. Rabi Gouzaïe, c'est un de notre ami d'enfance. Donc on a évolué ensemble depuis le CI jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Rabi Gouzaïe, lui, vraiment, c'est un gars sociable. Dans toute la zone là, en tout cas, il n'y a pas un gars, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un gars qui le dépasse. Un gars très courageux, vraiment nous l'apprécions beaucoup. Rabou Gouzaïe, c'est un monsieur où vraiment, moi je n'ai jamais vu un type comme lui. C'est vraiment trop sociable, donc ça veut dire que, en tout cas, avec la chefferie, là, je suis certain qu'il peut diriger ce pays, ces villages-là. Présent à cette cérémonie, le préfet du département de Dogondouchi salue l'esprit dans lequel ces élections ont eu lieu.
Chaque fâche originellement est sortie de Koukabukoy. C'est un hameau de culture. À un certain moment, les gens ont demandé son érection en village administratif. Cela a été accordé par un arrêté et c'est ainsi que nous avons mis le mécanisme pour arriver à ces élections-là. Le village a proposé Rabi Gouzaïe et dans le principe, il faut des élections démocratiques. C'est ce qui nous a amenés ici pour confirmer ce que le village a proposé. Et comme vous l'avez constaté, sur les inscrits, il y a 275 inscrits. Nous avons trouvé 275 bulletins dans l'une. Et sur les 275 bulletins, il y a 275 enveloppes valables. Ça veut dire qu'unanimement, tous les votants sont d'accord avec leur candidat. Issu d'une famille royale, plébiscité à son tour, Rabi Gouzaïe sait qu'il peut désormais compter sur la population à Chakawaché pour mener à bien ses actions de développement pour le village. Selon le ministre de la Santé, Ilyas Idimé Nassara, chaque semaine, l'État octroie 200 millions de francs CFA pour accompagner la gratuité des soins. Pour la coordination SUSAS de Zander, le ministre confond l'engagement et le financement. Précision avec Ben Salamoussa. Le ministre a commencé par rappeler que le Niger s'est doté d'une politique nationale de santé dont la vision est de faire du Niger un État qui aspire à être une nation moderne et émergente où les citoyens bénéficient d'un accès universel aux soins et services de santé de qualité sans aucune forme d'exclusion ou de discrimination avec leur pleine participation. Le ministre de la Santé a indiqué que certaines situations soulevées par les députés sont réelles, par contre d'autres sont inexactes. Il a fait remarquer qu'au Niger, la gratuité des soins pour femmes et enfants de moins de 5 ans est réelle. 200 millions de francs CFA injectés par semaine pour la gratuité des soins par l'État. Le ministre est en train de confondre l'engagement et le financement. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'impayés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? La gratuité, c'est comme un préfinancement. L'Institut, les services de soins ou l'hôpital ou, je ne sais pas, un CSI, il va faire ses prestations à ces enfants-là de 0,5 ans et à la césarienne. Donc, après, maintenant, ils envoient les factures et ces factures-là qui vont être payées. Mais à l'heure où je parle, il y a beaucoup d'impayés. C'est-à-dire, notamment, quand vous prenez l'année 2018, 2019, 2017, je ne pense pas si le ministère a payé un rond. Mais si au niveau du ministère, ils ont engagé. Donc, pour lui, c'est l'engagement qui est synonyme de paiement. Peut-être chaque semaine, ils engagent les centaines de millions d'euros IPK. Mais si vous regardez dans toutes les régions, c'est des milliards d'impayés liés à cette gratuité. Et regardez même de la pratique. Est-ce que cette gratuité est même effective? L'État du Niger débloque la somme de 200 millions de francs CFA par semaine depuis près de 6 mois pour accompagner la gratuité des soins. Le ministre a précisé que pour assurer une complémentarité, le ministère de la Santé, en collaboration avec la direction de l'organisation des soins, a créé un cadre de partage et de mutualisation des actions appelées réseaux hospitaliers. Et que beaucoup d'actions sont menées pour améliorer la prise en charge équitable dans la transparence et la discipline des patients. Il n'en est rien, selon le coordinateur régional de SUSAS Zander. On vient de dire que chaque semaine on injecte, je ne sais pas à qui on injecte l'argent. Ou bien c'est juste l'engagement qu'ils font. Et quand ils engagent maintenant à leur niveau, on amène aux finances, on dépose. Là, je suis d'accord, c'est ça. Mais payer la gratuité chaque semaine, je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, ce n'est pas pratique. Et si vous regardez tous les services, tous les prestataires de soins, en réalité, ils vont ce qu'on appelle le recouvrement de coûts. Donc, ce recouvrement-là, la gratuité est venue, en tout cas, amoindrir le recouvrement de coûts. Parce que c'est cet argent-là qui est utilisé pour payer des médicaments donnés à ces enfants-là, attendant le remboursement du ministère. Malheureusement, c'est ces remboursements-là qui causent le problème et jusqu'à ce que ça a ruiné complètement le système de soins. Si vous prenez aujourd'hui, l'hôpital a plus de 2 milliards d'arrêts de pays. Selon le ministre, chaque 5 ans, un plan de développement sanitaire PDS est élaboré avec pour objectif le renforcement de la demande et de l'offre de soins et des services de qualité à toute la population. S'agissant de la question des réformes, le ministre a annoncé que cette réforme hospitalière a démarré en 2007 et d'ajouter qu'un projet de loi de la réforme hospitalière a été élaboré et présentement soumis à l'appréciation des juristes.
Dans la région de Difa, les eaux de la Koumadougou-Yobé provoquent encore des dégâts. En l'espace d'une semaine, plusieurs personnes se sont retrouvées sans abri pendant que des milliers d'hectares ont été dévastés. Hassan Saleh Mustafa pour le reportage. Maisons effondrées, champs inondés, des familles sans abri, c'est le triste constat une semaine après les inondations dues à la montée des eaux de la Koumadougou-Yobé de la région de Difa. Une première pour beaucoup de riverains et certains exploitants qui ont tout perdu. Les dégâts sont énormes et là nous sommes en train de bloquer les eaux. Mais je ne pense pas que ça pourra servir à quelque chose. Cette situation nous dépasse vraiment. Maintenant, nous attendons de voir la suite. Moi, je n'ai jamais vécu une telle situation. Notre situation, c'est très grave. C'est très grave. Parce que ici, après 48 ans, on n'a jamais vu de l'eau comme ça. Jamais eu de l'eau comme ça. Cette eau-là, avant, il fait, là où il est rempli, dans une semaine, il a rempli ça dans 2 heures de temps. C'est ça notre problème. Non, regarde ici. Hier, vers 18h, les riz là, ils sont complètement là. Ils sont presque nuls. Mais maintenant, tout ça là, tu vois là, c'est du riz. Mais maintenant, c'est de l'eau, il n'y a rien ça. C'est de l'eau maintenant. S'il n'y a pas l'inondation, dans 2 semaines, 3 semaines, on a eu du riz. Mais maintenant, aujourd'hui, rien. Rien. On a perdu de l'argent, c'est crédit. On a répliqué, c'est crédit. On a quoi faire là? On a donné des manœuvres, c'est crédit. Maintenant, c'est parti. Au vu de l'ampleur de la catastrophe, les victimes impuissants lancent ces cris de cœur. Nous sollicitons l'aide de l'État pour faire face à cette situation. Nous avons tout perdu, mais nous avons eu là où nous sommes casés pour le moment. Moi, je ne souhaite plus rester ici. Si je trouve un autre endroit, je préfère quitter ce lieu, car chaque année, à pareil moment, il faut renforcer les mesures de protection. Après les localités des communes de Méné, Chetemari, Difa, les eaux continuent leurs dégâts sur leur chemin à l'est de la région. C'est ainsi que dans la commune de Guesquerou, à la date du 28 octobre 2019, plus de 23 800 ménages sinistrés ont été recensés, affectant plus de 15 000 personnes qui ont besoin d'assistance d'urgence. C'est pourquoi, en visite sur le lieu du sinistre, le gouverneur de la région de Difa a appelé les organismes humanitaires d'agir pour venir en aide aux populations sinistrées. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.